Les espaces revisités par Quartiers de demain, ils ont une longue histoire, celle des grands ensembles et de la politique de la ville, une trajectoire riche, parfois compliquée, mais décisive dans la façon de concevoir et d'appréhender ces lieux si particuliers. On va en discuter avec mes trois invités. Élise Guilherme, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art et de l'architecture, professeure à l'ENSA Marseille, spécialiste notamment de l'œuvre de Jean Dubuisson, dont l'une des créations était au cœur de la consultation à Pessac. Vous étiez personnalité qualifiée dans le jury de Pessac. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Florian Depousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, cofondateur de l'agence d'architecture d'Adour Depousse qui s'est penchée sur le projet du quartier des Sablons au Mans. Merci beaucoup d'être avec nous. Et enfin, Lola Reboux, bonjour. Vous êtes photographe, vous avez participé à la commande photographique Quartier de demain dans l'objectif, au petit séminaire à Marseille, que vous connaissez bien, notamment grâce à votre père qui l'a étudié. On va en reparler. Merci d'être avec nous également. Alors je le disais, les différents quartiers de la consultation, ils s'inscrivent à des moments différents de l'histoire des grands ensembles. Comment est-ce qu'on peut les situer dans cette histoire justement ? Élise Guilherme, je vous pose la question. Alors, dans la consultation des quartiers de demain, il y a des grands ensembles qui sont très différents les uns des autres. Ils sont différents morphologiquement, ils sont différents par leur époque de conception, ils sont différents par leur échelle, par leur notoriété, parce qu'il y avait des ensembles assez méconnus, assez discrets. Ils sont très différents aussi par leur trajectoire depuis leur livraison, parce qu'il y a des quartiers qui ont été très transformés, et des quartiers qui ont été assez peu transformés. Pessac, par exemple, était relevé comme un cas de grands ensembles ayant finalement assez peu subi de transformation vigoureuse. Il avait vécu sa vie de grand ensemble assez tranquillement. Donc il y a une vraie diversité qui est représentative en fait de la diversité de l'objet grand ensemble, qui est absolument pas unilatéral, parce que l'objet grand ensemble, ce qu'on appelle un grand ensemble, englobe en réalité une variété extrêmement diverse de situations géographiques, urbaines, périphériques, dans des petites villes, dans des grandes villes, et des échelles de nombre de logements qui sont très diverses, avec des ensembles moyens ou très grands parfois. Donc ça fait une singularité, une très grande diversité dans leur situation actuelle. Et justement, comment est-ce que les grands ensembles, de manière générale, s'inscrivent dans l'histoire de l'architecture ? Parce qu'on a encore du mal, même si on bat en brèche ici cette idée très fortement, on a encore du mal à associer les deux, grands ensembles et architecture. Pourtant, les deux sont totalement liés. Comment est-ce que justement se fait la jonction, la liaison ? Cette connaissance sur l'architecture des grands ensembles, je dirais qu'elle émerge au début des années 2000. Enfin, en tout cas, elle éclot aussi parce qu'il y a des démolitions importantes qui apparaissent, notamment avec l'ANRU, qui est créé en 2003 et qui engendre un effet de démolition-reconstruction beaucoup plus généralisé que par le passé sur ces ensembles-là, et qui va susciter en fait des inquiétudes, des interrogations. Alors au départ de personnalités très spécialisées, des historiens de l'architecture comme Gérard Monnier par exemple, au début des années 2000, alertent dans le sens de disparition. Et c'est les disparitions en fait qui vont permettre de mettre le doigt sur certaines qualités en disant voilà, là on est face à des objets extrêmement spécifiques qui appartiennent à l'histoire de l'architecture parce qu'ils mobilisent une histoire collective d'une part, mais aussi une histoire architecturale parce qu'elle a mobilisé des grands concepteurs qui les ont conçus, parfois des concepteurs moins notoires, mais globalement les plus grands noms de leur époque ont participé à cette aventure, et donc ça fait un panorama architectural absolument incroyable. Et cette question, elle émerge aussi parce que il y a une question de patrimoine qui se pose, de patrimoine architectural face à leur disparition, et qu'on va tenter aussi d'apporter une reconnaissance plus institutionnelle de ce patrimoine sous la forme de labels, en particulier des labels patrimoine du XXe siècle, qui sont créés des suites d'une recommandation du Conseil de l'Europe, par exemple, où à la fin des années 90, voyant que le siècle se clôture, il faut regarder ce que le siècle lègue, et on va intégrer les grands ensembles comme un héritage à part entière et comme une spécificité urbaine, architecturale, et qui concerne l'ensemble du territoire, et qui à ce titre doit être regardé comme un objet. Et on va révéler des qualités qui avaient été un peu enfouies, un peu oubliées, un peu aussi qui avaient disparu de par la très grande
adaptation, retransformation de ces espaces, des espaces verts qui étaient devenus des parkings alors qu'ils étaient paysagers. Tout ça était devenu était venu en moins-value d'espaces qui avaient des vraies qualités conçues, dessinées et qui avaient porté en plus un projet collectif, partagé, social d'une grande valeur. Donc ça pénétrait aussi cette question du patrimoine dont on se rendait compte que cette valeur patrimoniale, elle répondait à un enjeu de questions collectives, de questions sociales, au-delà de la question d'une histoire esthétique. Florian Depousse, justement, comme architecte, comment est-ce que la transformation, la réhabilitation, elle peut s'inscrire et mettre en valeur cette histoire sans la faire disparaître, sans faire disparaître tout ce que Élise Guillerme nous racontait? Alors effectivement, c'est compliqué. C'est-à-dire que la rénovation urbaine telle qu'elle est faite en France est un processus qui met la démolition comme presque une obligation dans les contrats qui sont passés par l'ANRU et qui impose finalement à certains quartiers des choix de démolition ou de transformation assez violents. Pour avoir travaillé, moi, sur différents contextes à La Courneuve il y a longtemps, à Caen aussi sur le bâtiment à la Grâce de Dieu qui est l'un des sites ici, oui. Et sur d'autres sites, l'approche finalement est une sorte d'effacement de cette architecture très spécifique. Chaque situation est spécifique et souvent il y a aussi des situations extraordinaires à la fois par l'échelle des bâtiments, par pas la densité, parce que ce n'est pas des quartiers denses, parce qu'on parle de densité en voyant les bâtiments, mais en fait les espaces libres sont énormes, donc il n'y a pas réellement de densité. Et cette architecture aussi subit un peu le regard que la société porte sur ces quartiers, du fait de difficultés plutôt d'ordre social, par exemple. Et donc ces transformations, si on regarde cette architecture de manière précise, parfois selon les quartiers, elle n'a pas atteint une qualité incroyable parce qu'elle a été faite dans des conditions de production aussi et d'économie très contraintes, voilà. Mais elle a quand même un potentiel très simple à évoluer et à se transformer en allant chercher par addition plutôt des échelles différentes qui redonnent une échelle à la ville ou des rapports entre les vides et cette architecture-là intéressante. Et on voit aussi, plus de 50 ans après, des paysages qui se sont créés, par exemple sur le site des Sablons. Les Sablons ont été créés sur un ancien marais. Le site est au bord d'une rivière. Le site est incroyable. Et il y a une forêt de chênes au milieu des immeubles, par exemple. Selon chaque site, il y a quand même des situations extraordinaires. Et simplement, le regard qu'on porte dessus fait souvent dans la transformation de ces quartiers, il y a une forme de violence, alors qu'on devrait plutôt avoir une attention très précise dessus. Alors, puisqu'on parle de transformation et de violence, quelque part, Lola Reboux, vous avez travaillé donc comme photographe sur le quartier du Petit Séminaire. Alors, il se trouve que votre père, qui était le photographe Jacques Reboux, avait lui aussi mené un travail documentaire similaire lors de la première rénovation du quartier dans les années 80. Et vous avez donc chercher aussi à montrer cette filiation. Comment est-ce qu'on s'y prend comme photographe pour montrer cette inscription dans l'histoire ? C'est une bonne question puisque je me la suis posée assez souvent sur le terrain. D'abord en regardant les images et en échangeant avec mon père qui est vivant, en revenant sur ses archives et ensuite en échangeant beaucoup avec les habitants et habitantes sur place. Certaines avaient connu la concertation citoyenne donc menée par le CERFIS et Michel Anselme. Fin des années 70 jusqu'on va dire milieu des années 80.
D'autres pas du tout, des nouvelles populations, des gens qui sont arrivés au début des années 2000, voire 2010, 2015. Et donc c'était un espèce de maillage, je dirais, à partir des photos de mon père que nous avons regardées. Et à partir de là, on a essayé de réfléchir à c'est quoi ce terrain aujourd'hui, qui est en fait une friche, puisque le bâtiment que mon père avait photographié pour une grande partie, une grande partie à l'intérieur, avant la réhabilitation, a été détruit pour le dernier, je crois, début 2024 ou fin 2023. Donc c'était, pour les habitants qui avaient connu en fait cette concertation, c'était, je dirais pas un aveu d'échec, mais quand même une grande tristesse, parce que la concertation des années 80, c'était une utopie, menée vraiment par les habitants, les habitantes et toute l'équipe du Cerfis. Et d'en arriver là, c'était une grande déception. Donc aujourd'hui, de renouveler en fait le geste à partir d'une friche, de repenser aussi les espaces verts, c'était assez intéressant de travailler avec une mise en regard historique et sociale. Et de rappeler aussi peut-être qu'au-delà des bâtiments, il y a une charge émotionnelle aussi dans parce que justement la douleur qu'a pu représenter la disparition de certains aspects du petit séminaire, elle a été beaucoup dite et redite dans les discussions qu'on a pu avoir. On sent que c'est quelque chose de très vif quand cette histoire-là disparaît. Oui, mais c'est le point en fait essentiel de ce quartier. C'est qu'il y a eu un vrai engagement de la part des habitants et des habitantes, et en fait la destruction a été la fin d'une histoire. Donc ramener les photographies de mon père pour parler de ce qui va se passer demain, en tout cas visuellement, c'était essentiel en fait. Il y a un devoir de mémoire, et puis ça réactualise aussi, parce que j'ai travaillé avec les jeunes en fait du centre social beaucoup. Et de les impliquer en fait dans une histoire qu'ils n'ont pas connue. Ça, c'était un vrai engagement à la fois de la part des jeunes, de ma part, de la part du centre social, et puis de mon père qui a été aussi non seulement vecteur mais acteur en fait à nouveau sur ce projet, parce qu'il m'accompagne main dans la main. En fait, on était allé sur le terrain avec ses tirages. Et donc les gens regardaient les tirages et se mettaient on en parlait tout à l'heure, mais se mettaient à raconter. Et à raconter énormément de choses. Alors là-bas, il y avait la fête foraine, là-bas avant, il y avait un terrain de tennis, là-bas avant, il y avait ça. Pour les plus jeunes, de découvrir les bâtiments qu'ils n'avaient pas connus aussi, c'était un vrai étonnement. Et donc ça, en fait, ça ne peut exister que par la photographie, qui est aussi à l'échelle, en fait, des habitants. Voilà. Il y a un vrai enjeu de préservation de cette histoire, de ce patrimoine. Est-ce qu'un projet comme Quartier de demain, ça aide aussi à faire un pas dans cette direction, de faire changer les mentalités sur la nécessité de le préserver, ce patrimoine ? Je crois que c'est la perspective aujourd'hui de sortir un peu du recours à des concepts du type la démolition-reconstruction, la résidentialisation, qui ont beaucoup entouré ces quartiers, qui ont contribué à les façonner de manière assez virulente avec des solutions assez plaquées, souvent pour libérer du foncier et remanier le foncier, mais avec en effet des situations que décrit Lola de moins-value absolue, parce que on a fait disparaître des logements, donc on se retrouve avec une soustraction de logements, alors qu'on peut reconstruire ailleurs, certes, mais quand même beaucoup d'énergie pour au final moins de logements sur cet espace-là. Donc on est face à une forme d'histoire collective, et aujourd'hui, je crois qu'il y a l'idée de dire qu'il faut sortir de ces mécanismes d'une démolition-reconstruction systématique qui était devenue un maître mot et qui commençait à englober aussi des ensembles qui, il y a quelques années, n'auraient été absolument pas concernés par ces vagues en rue, mais qui finalement étaient tous rattrapés par cette logique. Au départ, l'ANRU concernait des ensembles extrêmement symptomatiques, caractéristiques de questions considérées comme inextricables. Et là, on arrivait à un stade où presque
que tous les grands ensembles étaient passés à la moulinette de cette logique de démolition-reconstruction. Donc avec en effet des recompositions de populations vécues comme assez dramatiques, qui ont généré des mobilisations habitantes qui ont aussi contribué à ce débat collectif et vécues comme assez dramatiques, vécues un petit peu comme une perte de sens et qui par ailleurs n'apportaient pas les solutions miraculeuses qu'on avait espérées, parce que quand on remplace des logements par un terrain vague, à la fin on ne sait pas très bien, pour reprendre le cas marseillais, à la fin on ne sait pas très bien ce qu'on a créé de très positif. Donc des désappointements au regard de l'engagement, de l'effort investi, parce que les procédures de démolition-reconstruction, elles étaient extrêmement lourdes, c'est-à-dire que, et elles le sont encore, c'est-à-dire qu'on allait déplacer les familles une à une avec des logiques d'attribution de logements, avec des numéros de choix, des positionnements dans les perspectives à l'égard d'un parc de logements sociaux et des habitants qui parfois pouvaient éventuellement trouver une situation plus favorable, aller se rapprocher éventuellement certes de leur lieu de travail par exemple, mais plein d'autres pour qui ça n'allait pas nécessairement correspondre, et ça correspondait à une dévitalisation d'un tissu associatif aussi qui est très fort. Ça, c'est une des caractéristiques de ces grands ensembles qui bat en brèche les idées reçues, parce qu'en fait il y a une densité affective et une densité associative liée à leur histoire, et même si il ne s'agit pas de dire que tout est rose bien évidemment sur place, les grands ensembles ils ont été mis en critique très vite, dès qu'ils sortent de terre. Le ministère qui en ordonne la construction commence à avoir soit des propos contradictoires, soit les politiques ministérielles vont chercher à sortir du modèle des grands ensembles à un moment donné, avec des logiques plus expérimentales sur le plan morphologique. Le plan construction, par exemple, va apparaître comme une réponse pour faire évoluer les modes de construction et sortir de la forme de la barre plus sérielle. Mais donc petit à petit, on va essayer d'amender le projet des grands ensembles, mais malgré tout, il a eu cet avantage absolu de résorber une grande partie de ce qui était une crise de logement endémique, et à ce titre, il était associé aussi à une époque extrêmement, a été reçu à plein d'endroits comme un élément qui était support d'une vie collective, d'une vie heureuse à plein d'endroits. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler, de ne pas les caractériser uniquement en négatif, parce que finalement, ça colle à l'image de tout le monde et de ces espaces, parfois indéfiniment, y compris sur des espaces libérés sur le plan foncier. Florian Depousse, l'idée d'intégrer ces histoires, justement, cette histoire et ces histoires dans la réflexion autour de l'architecture, c'est devenu essentiel pour un architecte au XXIe siècle ? Ces histoires, vous entendez quelles Les histoires des habitants et l'histoire en général. Ce qui est sûr, c'est que la démolition ou la destruction d'un immeuble, surtout d'habitation, c'est une mémoire commune qui disparaît pour un quartier, et c'est des liens de voisinage et des liens sociaux qui sont d'un coup effacés. Et moi, de ce que j'ai vu dans certains quartiers, même après la démolition, certaines personnes se retrouvaient sur l'endroit de leur immeuble, sur leur cage, sur l'emplacement de la cage d'escalier, par exemple. Et c'est vraiment, ça montre combien finalement les gens sont attachés à leur quartier et à cette vie de quartier. Donc ensuite, il y a des problématiques qui sont liées souvent à la paupérisation de ces quartiers, qui créent des problématiques sociales. Et finalement, on a l'impression que la démolition n'est une sorte d'aveu d'échec, comme si on n'arrivait pas à résoudre ça, et comme si la démolition était plus simple, finalement, de vider et de faire partir les gens, plutôt que de trouver des solutions sur place. Et donc, je pense qu'effectivement, ces histoires, à la fois au niveau individuel, mais au niveau collectif, parce que quand on voit disparaître son quartier petit à petit,
ça pose beaucoup de questions. Et nous, on a essayé, par exemple, au Sablon, de dire que le vide, justement, ne pouvait pas être le point de départ d'un projet collectif dans l'environnement proche du bâtiment sur lequel on travaillait. Et alors même qu'on travaillait pendant le quartier de demain, il y a encore des démolitions en cours, en octobre dernier, de 50-45 logements dans le quartier. Et donc c'est assez contradictoire. Enfin, nous, on est mis dans des situations contradictoires. On nous demande de travailler sur un existant. Et donc nous, on a poussé à analyser très précisément les capacités des bâtis et des espaces sur lesquels on a été amené à travailler, et de composer avec, et de trouver aussi des programmations, parce que ce qui était important ici, c'est qu'on avait aussi des compétences en programmation, de trouver des activités ou des usages qui permettent d'activer et de se mettre dans une dynamique positive. Et pour nous, le vide, la destruction, n'est pas une dynamique positive quand on démarre un projet collectif. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de venir à ce micro raconter un petit peu de cette expérience étonnante qu'est Quartier de demain. Et merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille dans ses murs. Merci. Merci.